en tant que brillant journaliste, Mortaza Bedoudi, son épouse Alexandra Mostovaja. Merci à tous les deux. On répond à vos questions dans un instant avec Jordan Klein. Ces questions, vous nous les posez. Jordan vous explique comment faire. Racontez-nous, Jordan. Bonsoir Jeanne, le principe il est simple, vous avez un QR code qui est en permanence affiché sur votre écran, vous le scannez avec votre tablette ou votre téléphone et ensuite vous nous posez vos questions ce soir, 2 thèmes. La première demi-heure sera consacrée à la visite d'Emmanuel Macron au Proche-Orient et ensuite la deuxième demi-heure là sera consacrée au grand rabbin de France qui sera sur notre plateau, Chaim Corsia, à vos tablettes, à vos téléphones, on attend vos questions. Les Jordan, vous me rejoignez et nous on se retrouve tout de suite après la météo parce qu'on répond à vos questions. À tout de suite. Pour des repas en famille toujours au beau fixe, regardez la météo avec Picard et son service de livraison à domicile. Tous vos produits livrés partout en France au même prix qu'en magasin. Prenez soin de votre santé et de l'environnement en regardant la météo avec le groupe Vive. Groupe Vive pour une santé accessible à tous. Bonsoir à tous. Un défilé de perturbations qui se poursuit sur le territoire avec dès ce soir un front qui arrive par le nord-ouest du pays avec de la grisaille, des pluies et des rafales de vent qui font souffler fortement jusqu'à 90 km/h sur le sud de la Bretagne. Le front va glisser demain. On va le retrouver sur un axe allant du sud-ouest jusqu'au flanc est. Au fil des heures, ça va régresser et vraiment se cantonner, on le voit, sur l'extrême est du territoire alors qu'une nouvelle perturbation va arriver par l'Atlantique. Et entre les deux, nous aurons le retour d'un temps sec et c'est une bonne nouvelle en Méditerranée. Une poche également de temps sec depuis la Bretagne jusqu'à l'Île-de-France en allant vers le centre et puis partout ailleurs. Un ciel maussade, température du matin entre 7 et 16 degrés, température de la journée au-dessus des valeurs de référence de 13 jusqu'à 24 degrés pour le nord de la Corse. Vous avez regardé la météo avec le groupe Vive. Groupe Vive pour une santé accessible à tous. Vos repas en famille seront toujours au beau fixe. C'était la météo avec Picard et son service de livraison à domicile. Tous vos produits livrés partout en France au même prix qu'en magasin. De retour dans le monde de l'oison sur France Info, ravi de vous accompagner jusqu'à 19h parce que maintenant on répond à vos questions avec vous, Jordan Klein, soyez le bienvenu. Comment ça se passe? C'est quoi le thème d'aujourd'hui? Eh bien, le premier thème de cette demi-heure, ce sera évidemment la visite d'Emmanuel Macron au Proche-Orient avec vous. Alors, nos invités ce soir, David Rigoulet-Rose, vous êtes chercheur associé à l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient. Et vous, Younes Befea, vous êtes directeur du think tank MedFocus, je le prononce bien. Vous êtes vous aussi spécialiste du Moyen-Orient. Alors, la première question, on y va, Jordan, c'est parti, on répond à vos questions. La première question, eh bien, elle vous est posée par Vega11. À part insister sur l'humanitaire, l'état de droit, sur quel levier politique la France peut intervenir ou avoir de l'influence? La question de l'influence, elle revient beaucoup avec cette question aussi de Lionel. La France a-t-elle encore une influence à l'international afin de contribuer à la résolution ou au désamorçage du conflit? Alors, pour ce qui est de l'influence, la France a moins... en tout cas, la voix de la France porte moins, objectivement parlant. Moins que qui? Qu'auparavant. Et c'est vrai que la marge de manœuvre dont elle dispose est extrêmement contrainte. Donc, on ne peut pas avoir la prétention de désamorcer les conflits. On peut juste, éventuellement, être un facilitateur. Mais il faut savoir, la France est une puissance moyenne. On n'a pas les possibilités d'un pays comme les États-Unis, qui, évidemment, ont une empreinte beaucoup plus marquée. Moi, je trouve que, bien évidemment, il y a une influence française, historique, culturelle, linguistique même. Il y avait des anciens endroits, on va dire, de l'influence française, comme le Liban, par exemple, qui était un endroit très intéressant pour la France. Maintenant, la question, oui, il y a une politique française pour le Proche-Orient. Certes, elle était influencée, voire réduite, en quelque sorte, les dernières années. Pas seulement parce que la France ne voulait pas, mais c'est parce qu'il y avait d'autres sujets. Il y avait la crise en Ukraine, il y avait d'autres guerres. Maintenant, ce qui nous intéresse effectivement, et je fais le lien avec la visite du président Macron, c'est une visite française, c'est pas une visite européenne. Parce que je rappelle que quand même la position de l'Union européenne, elle n'est pas très très claire par rapport à ce conflit. Ursula von der Leyen, elle était très critiquée dans cette visite. Et il y avait aussi des critiques de l'Espagne et de l'Italie qui ont été adressées contre la France en disant que la France, elle est une force pro-israélienne. Donc, forcément, s'il y a un débat, ça sera pour une politique française au Proche-Orient.
Mais une politique européenne, ça n'existe pas. Alors, il y a une réaction à ce que vous venez de nous dire, tous les deux, et notamment vous, David Rigoulet-Rose. C'est Marc qui pose cette question qu'on va vous montrer tout de suite. Quel est l'intérêt pour Emmanuel Macron de se rendre en Israël et à Ramallah, de faire du et en même temps, dans la mesure où la voix de la France ne compte plus pour grand-chose au Proche et Moyen-Orient? J'ai pas dit qu'elle comptait pour grand-chose. J'ai dit qu'elle Réaction de téléspectateurs. elle portait moins qu'auparavant, sans doute, pour toutes sortes de raisons. L'intérêt, c'est pas une question d'intérêt, c'est que la plupart des chefs de gouvernement ou d'État occidentaux ont défilé justement après la tragédie du 17 octobre. Il pouvait difficilement ne pas faire le déplacement. D'ailleurs, il avait envisagé de le faire précédemment. Il attendait de faire un déplacement qu'il jugeait pouvoir être utile. Entre guillemets, donc la question de l'utilité, c'était notamment par rapport à la problématique des otages, probablement, et puis de faire entendre une voix spécifique, effectivement, qui soit un peu particulière. D'où les rencontres qu'il a souhaitées avec l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, pour montrer justement qu'il y avait un souci d'équilibre de positionnement. Et là, on retrouve le en même temps qui est mentionné, effectivement, même si c'est compliqué à gérer dans la configuration actuelle. Jordan. Une question de Ludo. Est-ce que la visite du président aboutira à la libération des Français malgré l'interlocuteur privilégié que semble être le Qatar? C'est possible, ça, selon vous? Direct, c'est non. Non, possible. Je dirais, c'est pas la France qui va décider de libérer les otages. Non, il y a un processus de négociation qui était déjà déclenché par les Américains à travers la médiation du Qatar. Peut-être d'autres pays, la Turquie, l'Égypte aussi peuvent jouer un rôle là-dessus. Mais c'est une carte politique qui est extrêmement importante pour le Hamas, pour faire une pression politique pour toute la communauté internationale. Maintenant, il y a un enjeu interne pour la visite du président français, parce qu'il y a une communauté des binationaux, c'est la plus grande communauté des binationaux en Israël, 200 000 franco-israéliens qui sont en Israël, et il y a après des Français qui sont morts et des Français qui sont disparu. Donc, je comprends que c'est plutôt une visite qui a des retombées sur la scène politique interne en France plutôt que sur des affaires étrangères. Alors, on a une question de Letty Diop. Pourquoi Emmanuel Macron a attendu plus de 2 semaines après l'attaque pour se rendre en Israël? Cette interrogation, eh bien, Yamine nous la pose aussi. Pourquoi aussi tard? C'est revenu à plusieurs reprises. Oui, il y a eu des hésitations. Alors là, pour le coup, qui tiennent pour partie à la situation intérieure française. Il y a eu certaines déclarations du président qui considérait qu'il y avait des risques de division en France et qu'il y avait la perception des radiations potentielles, justement, de ce qui se passait là-bas jusqu'ici. Donc, ça explique effectivement la prudence et les hésitations qui ont pu se manifester dans le calendrier de ce déplacement. Est-ce qu'il fallait peut-être attendre que les États-Unis, que Joe Biden, par exemple, aille là-bas pour que la France y aille? Voilà, il y avait un ordre, en fait. En tout cas, oui, de toute façon. Alors, avant les États-Unis, il y a eu la représentante européenne, d'ailleurs. Les Allemands, il y a eu les Britanniques. Olaf Scholz, c'est le Britannique, Giorgia Meloni, etc. Donc, mais ils voulaient venir, effectivement, pour essayer d'obtenir quelque chose qui est un marqueur français. Donc, c'est à double tranchant, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas si ça se concrétise pas, ça pourrait lui être éventuellement reproché. Alors, dans le prolongement de cette question, on a Arnaud qui pose aussi justement une question sur le déplacement tardif. Le déplacement tardif du président de la République n'est-il pas justement trop tardif? Ne témoigne-t-il pas d'une incohérence de la position française sur ce conflit? Tardif, c'est discutable parce que effectivement, il y avait une allocution du président français quand il a parlé de la question et du conflit. Il y avait une visite de Madame la ministre des Affaires étrangères. Il y avait une visite de la présidente de l'Assemblée nationale, la diplomatie, on va dire, parlementaire et parallèle. Donc, il y avait quand même un intérêt présenté et un effort diplomatique fait par la France. Maintenant, sur la question de timing, je peux dire que peut-être que la France est le seul pays qui a fait une visite sans avoir une charge concernant cette question-là. C'est-à-dire, les Allemands, on comprend bien, pour des raisons historiques, d'accord. Les Britanniques aussi, parce que les Britanniques, ils ont fait un désengagement en 1948, et jusqu'aujourd'hui, on est en train de payer le désengagement britannique par rapport à ce conflit. Les Américains, c'est un acteur qui est quand même non aligné pour pas mal de Palestiniens et même de populations arabes. C'est un acteur qui est pro-israélien. Donc, je trouve que la position française, c'est quasiment la position qui peut avoir une certaine neutralité positive et qui peut amener une initiative ou bien un projet. Donc, je ne crois pas qu'il y a quand même de critiques ou de remarques par rapport à la question de timing. Malgré les déconvenues d'Emmanuel Macron au Liban, dont on se souvient encore?
C'est pas le même sujet, c'est pas la même, je dirais, c'est même pas le même contexte. Mais après, c'est vrai que le problème de l'initiative au Liban, c'était le fait qu'il y avait une certaine imposition. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la diplomatie du coup. C'est-à-dire, il fait un coup, mais il impose. Il a dit, je donne 2 semaines comme deadline, et après, je reviens. Et les Américains n'étaient pas d'accord, d'ailleurs, par rapport à l'initiative française. Donc, c'est pour cette raison que le projet qui était présenté aujourd'hui, la coalition internationale, normalement, ça doit passer en coordination avec les Américains. Sinon, on va rester sur des idées. Mais c'est pas mal de faire des idées parce que la politique, c'est l'art du possible. On avait besoin de parler de diplomatie, de politique, parce que ça fait quand même quelques semaines, on parle que de la guerre, on parle que de militaires. Jordan. Une question de Younes, pardon. Est-ce que la visite d'Emmanuel Macron peut faire avancer la libération des otages? On en a parlé tout à l'heure, mais il nous pose encore la question. Vous voyez, cette question, elle revient beaucoup. Il n'a pas commencé à se préoccuper des otages au moment où il fait la visite, parce qu'il le fait depuis le début. Il en fait même une affaire vraiment personnelle. Il y a un engagement c'est pas une posture. Là, on n'est pas dans le théâtre politique, c'est pas une posture, c'est vraiment, il en fait une affaire personnelle, et c'est aussi l'occasion de rencontrer les familles des otages. Donc c'est un geste, effectivement, un marqueur fort pour montrer qu'il est fermement engagé dedans et qu'il fera tout ce qui est dans son possible pour parvenir à la libération de nos compatriotes. On a une question aussi de Nat. Emmanuel Macron ne cherche-t-il pas, par cette visite, alors choquante, avec Monsieur Abbas, à contenir la violence dans son propre pays, donc en France? Oui, mais c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur la formule qu'il avait eue sur les risques de division. Et donc, depuis le début, d'ailleurs, la position française de l'exécutif a été transmise par la ministre Catherine Colonna, à savoir alors, d'aucuns diront que c'est en même temps le droit à Israël de se défendre, et en même temps le souci de préserver les vies et le droit humanitaire international. Voilà. Donc c'est le viatique de l'exécutif présidentiel, ce qui apparaît comme, on va dire, une présentation d'équilibre, justement, et qui tient compte sans doute, effectivement, de ces possibilités de radiation interne. Vous voulez réagir ? Non, je crois qu'on sait parfaitement que la visite avec M. Abbas, ça sera plutôt une visite symbolique. Maintenant, effectivement, je partage le même point de vue qu'il y a un enjeu en interne. Jusqu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale parle de cette question, de ces retombées sur la question de terrorisme en France. Donc, il y a un débat politique, il y a de la surenchère, il y a de la récupération politique qui est faite par certains partis politiques en France. Et donc, je crois que pour le président, il y a 2 objectifs. Il y a un objectif de se remettre dans la scène internationale à travers le Proche-Orient, mais il y a aussi un objectif interne qui veut vraiment créer en quelque sorte un arc républicain face à ceux qui ne sont pas d'accord concernant la question du Hamas en tant que groupe terroriste. On a une question de Maxco, c'est son nom. Quel est le risque pour la France d'entrer dans une coalition internationale contre le Hamas? C'est très élevé. De toute façon, déjà, le projet, je le trouve un petit peu irréaliste, mais le risque de rentrer, c'est-à-dire qu'il faut un financement, il faut de l'armement, il faut de la formation militaire, il faut se préparer pour une guerre. Et maintenant, le problème, c'est que coalition internationale contre le Hamas veut dire coalition internationale contre l'Iran. C'est ça la dimension qui est négligée dans ce projet. Vous avez dit irréaliste. Oui. Pour vous, c'est irréaliste. On n'est même pas dans de l'ambition. C'est pas ambitieux, c'est irréaliste. Non. C'est un sujet pour la communication, pour les médias. Mais c'est pas, croyez-moi, c'est pas un sujet qui va être discuté politiquement. Je crois pas même pas qu'il a parlé de ça avec Benjamin Netanyahu, avec Mahmoud Abbas. Ni avec les Américains avant. Non, faites attention parce que quand il a parlé de ça directement, il y avait après des communiqués de Quai d'Orsay qui nous expliquent et qui nous essaient de nous rapprocher un petit peu que c'est juste question de proposition, de discussion. C'est-à-dire, on est en train d'atténuer quand même le langage qui était utilisé dans le point de presse. Et donc là-dessus, on est vraiment sur un projet que je ne vois pas comment il peut être réalisé, ni intellectuellement, ni logistiquement. Vous êtes d'accord ? Oui, mais de toute façon, ce n'est pas une coalition internationale contre le Hamas. Le Hamas, c'est Israël qui va se charger justement de l'enclave de Gaza et donc de la question du Hamas. C'est plutôt une coalition internationale contre le terrorisme, éventuellement, dont le Hamas serait un des éléments. Donc il y a une forme d'abus de langage, éventuellement. Mais on est déjà engagé dans une coalition internationale contre Daesh. C'était justement en Orient, enfin en Syrie et en Irak. Donc
de ce point de vue-là, le Hamas ne serait qu'une des composantes, justement, de ce combat contre une internationale terroriste, entre guillemets. Alors justement, on a un téléspectateur qui semble être d'accord avec vous, hein, Philippe F. Il nous dit: une coalition contre le Hamas n'est-elle pas simplement un effet d'annonce pour Emmanuel Macron qui ne gagnera qu'un peu plus de contestation en France, voire de nouvelles attaques contre la France? Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? La première partie, oui, mais la deuxième partie, je la trouve quand même très risquée. Bon, le risque terroriste en France, il est là, il est même très élevé. On le sait, on l'a vu quand même qu'il y a des rapports qui parlent de ça. Pas seulement en liaison avec ce qui se passe au Moyen-Orient, mais par rapport à beaucoup de choses, le retour des djihadistes, la situation également à la préfecture d'Idlib en site de Syrie, qui est également une situation très très critiquée, sachant bien qu'aussi, on a vu récemment qu'il s'agit quand même de Russes et des Tchétchéniens qui participaient. Donc quand même, il faut voir aussi la relation avec la Russie là-dessus. C'est une dimension qui est très intéressante. Maintenant, c'est un effet d'annonce, mais il peut être vraiment une base de discussion par la suite pour préparer un processus de paix. Parce que je trouve que quand même le président, il est convaincu par la question des deux États. Il défend cette initiative, mais jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à dessiner en quelque sorte une architecture de comment ça peut se passer. C'est-à-dire, est-ce qu'on revient aux Nations Unies? Est-ce qu'on revient aux accords d'Oslo? Sachant bien que quand même on parle dans un dialogue de sourds. On a une autorité palestinienne sans pouvoir, et on a un chef de gouvernement israélien qui compte ses jours. Donc, forcément, il faut attendre la fin de la situation militaire pour qu'on puisse parler par la suite d'une solution politique. Vous voulez réagir peut-être? Non, effectivement. Donc je ne voyais pas la totalité de la formulation, n'est pas juste un effet d'annonce. Non, je parlais d'abus de langage éventuellement, effectivement. D'ailleurs, vous évoquiez l'explicatif du Quai d'Orsay, parce qu'effectivement, en réalité, c'est, on va dire, une coalition contre... Mais elle existe déjà, en réalité. Et donc, c'est le Hamas n'étant qu'un élément, puisque, effectivement... Il étendre la coalition. Non, mais de toute façon, le Hamas est qualifié par l'Union européenne d'organisation terroriste. Donc, c'est pas... En tant que tel, c'est... Voilà. C'est pas nouveau. Non, c'est ça, c'est pas... Oui. Alors, on a une question de Jamel. Voilà ce qu'il nous pose comme question. Est-ce que la visite d'Emmanuel Macron peut donner une lueur d'espoir au peuple gazaoui, qui va un peu dans le sens de cette question aussi de Jeff Co, qui est l'un de nos téléspectateurs? L'engagement d'Emmanuel Macron n'est-il pas trop tard vis-à-vis des deux États? La doctrine des deux États, c'est le viatique onusien, de toute façon. Le problème, c'est sur le terrain, que c'est de plus en plus difficilement réalisable. Et là effectivement, c'est une vraie question, parce qu'on arrive à une situation où ça devient moins réalisable qu'auparavant, même si c'est une nécessité. Et donc là, c'est un peu la quadrature du cercle, effectivement, même s'il l'a rappelé, ce qu'est le viatique onusien, mais même de l'administration américaine depuis ces dernières décennies. Ça n'a pas changé en la matière. Ce qui a changé, c'est la réalité sur le terrain. Mais est-ce que ça peut donner de l'espoir au peuple gazaoui? C'est la question que nous pose Jamel. En matière d'aide humanitaire, je crois que oui. Peut-être qu'il y aura des convois, mais sur la question des deux États, là, je suis sûr et certain qu'avant le choc du 7 octobre, on ne pouvait même pas parler des deux États parce que les Américains ont enterré ce projet. Ils ont trouvé que la solution pour la paix dans cette région, c'était le fait de normaliser les relations entre des pays arabes et Israël. Par exemple, Donald Trump n'avait pas cette question. Joe Biden n'avait aucun intérêt pour le Moyen-Orient. D'ailleurs, il y a un retour américain dans cette région. Maintenant, deux États, ça sera sur quelle base? Donc forcément, je trouve qu'il y a un besoin de l'innovation politique, si je me permets de dire, par rapport à cette question, et d'avoir aussi des hommes qui sont très courageux pour faire la paix. Vous savez, la paix, c'est un coût. C'est-à-dire, dans la région du Proche-Orient, on sait bien qu'un certain président de l'Égypte comme Anwar Sadat, il a payé le prix très très cher. Isaac Rabin en Israël, il a payé le prix très très cher. Donc pour faire la paix, il faut du courage politique également et physique. Principalement. Il y a des réactions à ce que vous dites, notamment Naofel. Naofel, il nous dit aujourd'hui, en voyant toutes les populations arabes et musulmanes dans le monde faire des manifestations pro-palestiniennes, pensez-vous qu'Emmanuel Macron va pouvoir rassembler les pays arabes? C'est ce qu'on avait un peu évoqué tout à l'heure. Oui. Bon, et la France, elle a des très bonnes relations avec les pays arabes. Actuellement, je trouve qu'il y a des relations stratégiques avec les pays du Golfe, avec l'Égypte, avec le Liban, malgré tout ce qui se passe au Liban. Maintenant, certes, c'est la position française reste pour les pays arabes la position occidentale la plus proche. C'était historiquement le cas. C'est-à-dire, De Gaulle, il était pour la solution des deux États. La position de Jacques Chirac, qui était vraiment une position soit en Irak ou sur la Palestine, il était une position
proposition très très bienvenue. Il y a une influence culturelle également. Donc la France est une voix entendue dans le monde arabe. Maintenant, la position des pays arabes concernant cette question-là, elle n'est pas encore très très claire. C'est-à-dire qu'ils sont contre le fait qu'il y aura un embrasement, ils sont contre qu'il y aura des dégâts dans la bande du Gaza, ils sont contre clairement un déplacement de la population palestinienne, soit en Égypte ou bien en Jordanie, mais en contrepartie, pas de projet. Pas d'initiative. C'est-à-dire que même les pays arabes n'attendaient pas à ça, parce qu'on était sur 2 objectifs, en fin de compte, c'était les Américains qui voulaient ça. Normaliser les relations entre Israël et l'Arabie Saoudite, préparer le terrain pour un accord nucléaire avec l'Iran. Donc là maintenant, ces 2 tendances deviennent de plus en plus très très éloignées, et donc il faut vraiment penser, c'est pour ça que je trouve que même l'invitation qui fait Emmanuel Macron, c'est réfléchir à ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Laissez-nous penser un petit peu à ce qu'on peut proposer comme proposition. David Rigoleros ? Oui, non, il insiste sur quelque chose qui effectivement est fondamental, c'est qu'il faut offrir des perspectives politiques. C'est-à-dire que là, il y a une phase militaire qui va s'ouvrir, qui risque d'être terrible, mais que on peut pas tout réduire à une phase militaire et qu'il faut offrir après, il y aura une séquence politique qui est inévitable, incontournable, et il faudra dessiner des perspectives pour tout le monde. Et c'est ça qui va être compliqué, mais qui est indispensable. Une question de Moad, voilà ce qu'il nous demande. Dans ce temps de guerre, pourquoi le président parle de solution à 2 États? Ne serait-il pas plus pragmatique de demander le gel des colonisations qui continuent même ces derniers jours? Notamment sur la Cisjordanie. Alors. Oui. La Cisjordanie, c'est une situation qui est très compliquée parce que je crois que tout le monde le sait, l'autorité palestinienne existante, elle coordonne d'une façon très très claire avec les Israéliens. Maintenant, la question des colonisations, c'était vraiment très renforcé pendant l'existence de l'extrême droite israélienne au pouvoir. Oui, effectivement, il faut une position concernant la question des colonisations parce que c'est la contrepartie qu'on peut donner en France aux Palestiniens. Et c'est ce qui peut être vraiment un début ou un indicateur, bien évidemment, de rentrer dans un processus de paix. Maintenant aussi, la question de dire qu'effectivement, on est dans un temps de guerre. Et le risque pour Emmanuel Macron, et je crois que pour tous les pays de l'Occident, c'est qu'ils savent parfaitement qu'il est possible qu'il y aura un piège pour l'armée israélienne dans la bande du Gaza. Et qu'Israël peut tomber dans une guerre d'usure qui va durer longtemps et qui va coûter extrêmement cher pour l'économie israélienne. Donc effectivement, c'est pour cette raison on est en train de chercher d'autres possibilités de faire une opération militaire, mais limitée, on va dire, qui redore le blason pour l'armée israélienne et rend le prestige à l'armée israélienne, mais en même temps, qui peut par la suite construire un débat politique entre les Palestiniens et les Israéliens. Est-ce que c'est illusoire de soutenir la possibilité de 2 États, comme nous demande Moad? Illusoire, non, mais compliqué, oui. Parce que je disais que sur le terrain, c'est de moins en moins réalisable. En tout cas, faute d'un accord politique, ça c'est sûr. En revanche, sur la question plus spécifique des colonies, avec la disqualification justement des extrémistes qui ont accompagné notamment Benjamin Netanyahou, ça va être un débat, je pense, dans la société israélienne, justement. Et donc, à terme, pour une perspective politique, ça sera un élément certainement déterminant justement par rapport à une éventuelle perspective politique non seulement de geler, mais voire d'arrêter effectivement la politique en question de colonisation. Ismaël nous pose cette question. Le Hamas correspond à des terroristes. Comment Emmanuel Macron va-t-il aborder ce sujet en allant rencontrer Mahmoud Abbas? Je crois que Mahmoud Abbas il est d'accord sur cette question-là parce qu'il y avait un conflit palestino-palestinien. Pour l'organisation de Fatah et l'autorité palestinienne, oui, effectivement, pour eux, le Hamas, c'est un adversaire et c'est des terroristes. Donc, il y aura quand même une base pour discuter concernant cette question-là. C'est-à-dire le débat, même dans le monde arabe d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de pays arabes qui ont catégorisé le Hamas comme étant une organisation terroriste depuis longtemps, parce que c'est la branche des frères musulmans. Mais le débat actuellement, c'est que après le Hamas, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire, quelle issue de cette crise? On craint quand même un afflux des réfugiés dans cette région. Il faut rappeler quand même qu'il y a 15 millions de réfugiés en Proche-Orient entre les Syriens, les Palestiniens, les Yéménis. Donc, c'est un coût qui est énorme. Mais je rappelle que quand même que Mahmoud Abbas n'a pas le même pouvoir qui est sur la Cisjordanie que dans la bande du Gaza. Ça, c'est un point qui est déterminant. Une question de Sofiane. Avec la proposition de l'alliance militaire contre le Hamas, Emmanuel Macron ne mettrait-il pas la France dans un nouveau conflit armé contre les frères musulmans et leurs partisans, sachant qu'ils sont bien implantés dans plusieurs sociétés arabes et musulmanes, nous demande-t-il? Oui, c'est pour ça que la formulation n'est pas forcément la plus appropriée, parce que
il y a une ambiguïté qui, justement, je parlais d'abus de langage, qui peut être propice à une mauvaise interprétation. Voilà, et c'est jamais favorable. Vous avez envie de réagir, Oui, on vous voit. parce que je trouve la question elle est très intéressante et je rajouterais qu'ils ne sont pas bien implantés seulement dans les sociétés arabes et musulmanes, mais aussi en Europe. Ah oui? Ben, les frères musulmans, mais oui. Parce que, de toute façon, quand on a parlé tout à l'heure du Qatar, quelle est la contrepartie à présenter pour le Qatar pour jouer le rôle de médiation? C'est qu'on est quand même à quelques mois d'une crise qu'on a appelée médiatiquement le Qatar Gate. Le Qatar, il a acheté des eurodéputés, des journalistes, des think tanks. Et bien évidemment, la contrepartie, ça sera peut-être le fait de donner un feu vert au Qatar pour financer l'islam politique en Europe. On sait parfaitement, il y avait pas mal d'enquêtes qui ont parlé sur le financement des mosquées, des centres islamiques. Donc, il faut rappeler que quand même, c'est-à-dire qu'on est toujours sur le nous et l'autre. Et ça, c'est faux. Moi, je suis vraiment un petit peu choqué par rapport à cette position parce qu'il faut savoir que les frères musulmans sont une organisation terroriste dans la majorité écrasante des pays arabes, d'accord, et que même les pays arabes nous critiquent parce qu'en fin de compte, c'est les leaders des frères musulmans. Le financement des frères musulmans se fait à travers l'Europe. Donc là-dessus, il y a une question qu'il faut poser. C'est-à-dire que même sur la question du djihadisme, les 1500 Français qui ont été membres de l'État islamique, c'est à peu près le nombre de 5 ou 6 pays de Est-ce que partisans. ce que vous nous dites à demi-mot ou pas, hein, vous Oui. allez me répondre, hein, c'est qu'en réalité, il faut négocier avec les frères musulmans si on négocie avec le Qatar? Non, c'est-à-dire qu'il y a une hypocrisie entre les valeurs et les intérêts. D'accord. Maintenant, dans la théorie politique, on a essayé de théoriser, on a appelé le réel politique. D'accord. Mais est-ce que effectivement le fait de donner plus de crédibilité, de pouvoir au Qatar, ça veut dire également d'avoir une contrepartie en Europe concernant l'islam politique en Europe et concernant la main du Qatar sur les frères musulmans qui se développent bien évidemment en Europe. Donc il faut avoir quand même un discours qui est cohérent. On ne peut pas être contre le terrorisme et dire qu'on est contre le terrorisme et qu'on est en quelque sorte contre les frères musulmans parce que je rappelle quand même que les frères musulmans jusqu'aujourd'hui, c'est pas une organisation terroriste ni en France ni dans l'Union. Il faut dire qu'elle n'est pas reconnue comme telle. Exactement. Voilà. Donc, de toute façon, il y a également des frères musulmans qui sont présents au moins dans la majorité des organisations islamistes de l'islam en Europe. Donc là-dessus, il faut être vraiment très très cohérent parce que cette hypocrisie, on la paie tôt ou tard. Il y a une réaction justement à l'instant de Bowie, la visite d'Emmanuel Macron en Israël et ce malgré son appel à ne pas élargir le conflit, se fait-il avec une crainte de réplique sur le sol français d'actes terroristes? On va y venir, vous allez nous répondre. Est-ce que ces interventions se font en corrélation avec les services secrets français qui jaugent les risques et les formes de soutien à annoncer publiquement? Je ne sais pas si c'est parce que parlant des services de renseignement, je ne sais pas, mais bon. C'est Bowie qui vous pose la question. Oui, donc effectivement, mais je crois que le président, il était bien évidemment conseillé là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a des rapports qui remontent chez le président, qui lui montrent quand même qu'il y a un risque très élevé par rapport à la question de terrorisme. Maintenant, effectivement, ce qui se passe dans le Proche-Orient peut être un motif, une motivation pour des actes terrorisme. Mais le terrorisme en tant que phénomène, il est structuré. À part ce qui se passe dans le Proche-Orient, il est financé, il se base sur du low cost, il se base sur des loups solitaires. Donc forcément, on n'est pas sur la même longueur, on va dire, du terrorisme avec ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Vous vouliez réagir peut-être? Oui, non, par rapport aux craintes de réplique, je parlais de radiation. Donc bien sûr qu'il y a une préoccupation au plus haut niveau de l'État, hein. Ça a été formulé par le ministre Darmanin. Je faisais référence à la citation du président Macron qui disait qu'il y avait un risque de division si l'affaire était mal gérée. Voilà, je cite. Hein. Si l'affaire, c'est-à-dire la prise en compte de ce qui se passe, était mal gérée, sous-entendu en interne ici. Parce qu'effectivement, il y a des communautés qui risquent de s'affronter de manière passionnelle. Et donc, il y a une vraie inquiétude, incontestablement, effectivement, parce qu'il y a des phénomènes de mimétisme qui sont potentiellement, effectivement, dangereux. Merci à tous les deux, David Rigoulet-Rose. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'ERI, spécialiste du Moyen-Orient. Younes Belfella, merci beaucoup d'avoir été avec nous également, directeur du think tank MedFocus, spécialiste aussi du Moyen-Orient. Merci de la part de nos téléspectateurs d'avoir répondu sans langue de bois à toutes leurs questions. On se retrouve dans un instant, Jordan, parce que on répond à vos questions. Continue. Depuis le début de ce conflit, les actes antisémites se sont multipliés à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur rappelle aujourd'hui la sécurité mise en place. On l'écoute. Notre invité juste après, c'est le grand rabbin Haïm Korsia qui répondra à vos questions. Regardez.
Les policiers et les gendarmes protègent jour et nuit, ils sont plus de 10 000, monsieur le député, les Français de confession juive. Ce qui explique, malgré la grande peur, et nous pouvons les comprendre, qu'il n'y a pas eu, comme dans d'autres pays européens, des synagogues attaquées avec des cocktails Molotov, qu'il y a eu aujourd'hui plus de 400 interpellations de personnes qui ont fait des actes antisémites et qui sont présentées à la justice, que nous leur retirons, pour ceux qui sont étrangers, systématiquement le titre de séjour. Nous les mettons directement au centre de rétention administratif parce que être responsable d'un acte antisémite, c'est porter atteinte à toute la République.